Camp Boiro Inside. La cabine technique de Boiro est en réalité une cabine de torture pure et dure pour obliger les détenus, en majorité innocents, à enregistrer la vérité du ministre. C'est-à-dire à avouer les complots dont les scénarios ont été écrits en avance par le comité révolutionnaire et bien évidemment sous la houlette du président Sékou Touré. Voici les conditions dans lesquelles ces aveux sont obtenus. Récit 2, Adolphe Marx. Épisode 7. Pendant toute la journée, la peur et l'inquiétude ne me quittent pas. Combien de temps vais-je pouvoir résister à ce martyre? Le soir tombe, et les gardiens viennent me chercher dans ma cellule pour me conduire devant la commission. Cette fois-ci, l'un des ministres me présente une lettre en me disant « Voici une lettre de son Excellence le président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. Le président veut vous parler. » Attendez. 2 gardiens m'emmènent dans une autre pièce. Là, on me fait attendre assez longtemps, puis 3 hommes entrent et me disent « Nous allons maintenant téléphoner au président, ainsi vous aurez la possibilité d'avouer vos méfaits au président lui-même. » Ils veulent me tendre la lettre du président, mais je ne peux pas la prendre car mes avant-bras et mes doigts sont ankylosés par suite des tortures nocturnes. Dès qu'ils ont le président au bout du fil, l'un d'eux me met l'écouteur à l'oreille et j'entends Camp Boiro Inside. « Allô, monsieur Marx ?» Je reconnais aussitôt la voix du président et réponds « Bonsoir Excellence », le président me dit à peu près ceci. « Monsieur Marx, ne vous inquiétez pas. Je vous ai fait parvenir une lettre écrite à la main. L'avez-vous reçue ? » Je dis oui, et il continue, « Ne craignez rien. Répondez la vérité à toutes les questions que je vous pose dans cette lettre, et il ne vous arrivera rien. Comment allez-vous ? » Alors, je lui dis qu'on m'a torturé à plusieurs reprises pour m'obliger à avouer quelque chose qui ne correspond absolument pas à la réalité. Je l'assure que je répondrai à sa lettre de façon conforme à la vérité. Puis le président me rassure en « Ne vous en faites pas. Tout va s'arranger pour le mieux. » Ce soir-là, je n'ai pas besoin d'aller dans la chambre de torture. Je m'en suis donc tiré convenablement. Une fois dans la Jeep qui me ramène au camp, je regarde autour de moi et découvre soudain par terre le reste d'une orange déjà sucée. La faim et le besoin de prendre quelque chose de rafraîchissant se font sentir, et je concentre toute mon attention sur le moyen de me le procurer. Ce n'est pas si simple que cela car mes mains sont encore ankylosées, et j'ai quelques difficultés à réaliser mon projet. Enfin j'y arrive, et je cache ce reste d'orange dans ma poche. Puis je regarde autour de moi et m'aperçois que le gardien m'a vu faire. Cependant, il ne dit rien. Ce n'est que lorsque nous sommes descendus de la Jeep qu'il crie au gardien de service quelque chose dans sa langue. Aussitôt ce dernier m'emmène, il me tâte tout le corps et sort le morceau d'orange que j'ai eu tant de peine à acquérir. Je n'ai droit à aucune réprimande, le gardien se contente de la satisfaction que lui procure le fait que je ne puisse profiter de ce reste d'orange qu'il écrase sur le sol. Un peu plus tard, un gardien m'apporte la lettre. Je reconnais l'écriture du président et en particulier sa signature que je connais bien en raison de mon activité à la brasserie. Il s'agit donc bien d'une lettre du président lui-même, qui est en même temps chef du gouvernement et secrétaire général du parti unique PDG, et qui en conséquence a tous les pouvoirs. Camp Boiro Inside. Cette lettre contient les questions suivantes. Que savez-vous sur l'attentat perpétré contre moi, dans ma voiture, à 100 mètres de votre brasserie? Dans quelle mesure votre ami, l'archevêque Raymond-Marie Tchidimbo, a-t-il participé à l'attentat à l'industriel William G. Mayel, propriétaire des usines de matières plastiques, de peinture et de construction métallique, a-t-il participé à cet attentat? La lettre se termine par les mots suivants, « Ne craignez rien. Je vous garantis de traiter votre déposition avec la plus grande discrétion. » Signé Ahmed Sékou Touré. À peine ai-je fini de lire cette lettre qu'un secrétaire arrive pour écrire ma réponse. Je le renvoie en lui disant qu'il faut d'abord que je réfléchisse avant que mes déclarations soient mises sur papier. Il s'en va donc. Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps pour pouvoir répondre aux questions que l'on me pose, mais je veux gagner du temps pour échapper, cette nuit au moins, aux cruautés de la chambre de torture. Et j'y réussis. Le secrétaire revient bien 3 fois au cours de la nuit pour savoir si je suis prêt à dicter ma réponse, mais je demande à chaque fois qu'on m'accorde le temps de la réflexion, et en effet on me l'accorde. Le jour suivant se lève, et je ressens le fait d'avoir échappé cette nuit à la chambre de torture comme un cadeau. Lorsque le secrétaire réapparaît dans ma cellule, je lui dicte la déclaration suivante. Je ne me trouvais pas en Guinée au moment de l'attentat, mais en Allemagne où je passais mes vacances. C'est là que j'ai lu, dans le journal, sous la rubrique « Faits divers », qu'un attentat avait été perpétré contre le président guinéen.
Le journal rapportait ceci, Radio Conakry a annoncé que l'auteur de l'attentat voulait tuer le président avec un couteau. Après l'échec de cette tentative, il s'est fait lyncher sur place par le peuple. J'ajoute encore qu'il n'est pas difficile de vérifier, dans mon passeport, la date de mon séjour en Allemagne. Je n'ai jamais eu de conversation politique avec son éminence Raymond-Marie Tchidimbo, archevêque de Conakry, et n'ai jamais parlé de cet attentat avec lui, malgré les relations amicales que nous entretenons. Je connais très bien l'évêque par suite des nombreuses visites et invitations mutuelles, et je suis le seul Européen à faire partie du cercle de ses confidents. Je connais M. Gemayel, mais je n'ai eu aucun contact personnel avec lui. Nos rapports sont des rapports d'affaires uniquement. Je lui ai commandé la construction d'un hangar pour la brasserie. Nos conversations ont uniquement eu pour objet de discuter le prix de ses offres. Pour terminer, j'assure le président que toutes mes réponses à ces questions sont absolument conformes à la vérité. C'est avec des sentiments mitigés que je vois les événements de la journée se succéder, petit déjeuner, distribution d'eau, riz de midi, distribution d'eau, riz du soir. J'attends avec crainte les prochains événements. J'ai répondu sincèrement aux questions du président qui, je ne l'oublie pas, est titulaire du prix Lénine de la paix. Est-ce qu'on va enfin me laisser en paix? Est-ce qu'on va enfin me croire, en tant qu'être humain? Le soir tombe. Mon pressentiment se confirme. Camboiro Inside. J'entends la Jeep, j'entends citer le numéro de ma cellule, peu après je me retrouve devant la commission. L'air mécontent qui se lit sur le visage des personnes présentes ne me laisse aucun doute sur l'accueil que mes réponses à la lettre du président ont reçu. Ismaël Touré prend la parole. Le président est très mécontent de l'insuffisance de vos réponses. Si vous ne voulez pas fouiller un peu dans votre mémoire pour compléter vos indications, notre commission n'aura plus le choix, nous serons obligés de vous envoyer au palais du président. Mais là, vous découvrirez de toute autre méthode de torture. Ses collègues, Sédou Keita, Mamadi Keita, Diallo Mouktar, Fodé Bérété, Luxoni Condé et Guichard acquiescent. Et je me rappelle que, une fois, pendant que les soldats me maintenaient couché sur le sol, le général Sédou Keita m'avait cassé toute une rangée de dents, de sorte que cela m'avait fait une coupure à la langue et que j'avais constamment craché du sang. Camboiro Inside. La sortie de Guinée, tout comme l'entrée dans ce pays, est toujours source de nombreuses formalités. C'est ainsi qu'avant chaque départ je devais me procurer une attestation du percepteur prouvant que la brasserie avait payé tous ses impôts. Il me fallait également un papier du tribunal confirmant qu'aucune procédure pénale n'était engagée contre moi. Je devais aussi obtenir de plusieurs autres autorités administratives l'autorisation de sortie du territoire. Toutes ces formalités duraient souvent 3 jours. Et ce n'est qu'après avoir reçu cette attestation que je pouvais chaque fois faire ma demande de visa au service d'immigration. Suivant le montant de l'inévitable pot de vin, l'établissement du visa était alors une question d'heures ou de semaines. Pour mon dernier visa, cela avait demandé plus de 3 semaines. En outre, les autorités de police de l'aéroport inscrivent sur le passeport la date d'entrée ainsi que la date de sortie du territoire. Tous les efforts que je fais pour convaincre ces messieurs que, sur ce point, mes déclarations sont irréfutables, ne me mènent à rien. Ils n'ont qu'un but, celui de prouver que j'ai participé à l'attentat contre le président. Camboiro Inside. Et ils ne se donnent pas la peine de vérifier les indications qui pourraient prouver mon innocence. Plus tard, lorsque je suis à nouveau dans ma cellule, je repasse en mémoire mes différentes comparutions devant la commission, et je réalise peu à peu que je n'ai jamais assisté à une audience. Si j'avais été davantage au courant dans ce domaine, j'aurais dû insister pour avoir un avocat, ou au moins un interprète qui m'aurait aidé à comprendre correctement les accusations dont j'étais l'objet et à y répondre comme il faut sans courir le risque que des difficultés de langue provoquent des malentendus. Les questions de la commission sont, pour la plupart, formulées de telle façon que toutes mes réponses peuvent être interprétées de façon négative pour moi. Avec le recul du temps, je me rends compte que si j'avais demandé un avocat, on ne me l'aurait pas accordé. 12 ans auparavant déjà, Sékou Touré avait supprimé le poste d'avocat pour les délits politiques, et ce pour la raison suivante, c'est un formalisme juridique qui est non seulement superflu, mais encore incompatible avec les réalités sociales d'une jeune nation africaine. Ce soir non plus, je n'échappe pas à la chambre de torture. Je pense en moi-même, pourvu que je tienne le coup cette nuit. Je pressens que les bourreaux n'ont pas épuisé toutes leurs inventions. L'un d'eux va chercher des gousses de piment, les ouvre et me les introduit dans l'anus. Cela provoque des brûlures démentielles. Camboiro Inside. Je me tourne et me retourne sous l'effet des douleurs. Ma capacité de résistance est à bout. Je perds tout contrôle de mon corps.
Je ne peux empêcher mon intestin, enflammé, de se vider violemment. Les brûlures diminuent et j'éprouve un certain soulagement. Un gardien, furieux, se met à crier. Ce salaud va nous remplir toute la pièce de merde. Regarde-moi ce cochon. Et me rappelle brutalement à la réalité. Je me sens tout piteux et tout sale. Les gardiens me haussent et m'attachent à la barre de fer. Puis on donne l'ordre d'enlever tous les excréments de la pièce et de me verser de l'eau sur la tête. Les gardiens font cependant bien attention à ce qu'aucune goutte d'eau n'atteigne mes lèvres. Puis les bourreaux s'efforcent de m'arracher les compléments à la lettre que j'ai écrite au président, chose que la commission n'a pas réussi à faire. À plusieurs reprises, je ressens une grande faiblesse, mais je réussis à tenir le coup sans flancher et sans leur procurer le triomphe d'un aveu. Au petit matin, lorsque je suis complètement épuisé, la Jeep me ramène au camp. Pendant toute la journée, j'essaie de récupérer un minimum de force, car je sais qu'ils vont continuer, qu'ils vont encore me torturer et me faire souffrir. Jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Combien de temps vais-je encore tenir? Lorsqu'on distribue le repas, je vois mon voisin de cellule, Diallo Alpha Amadou, il est assis lui aussi dans l'embrasure de la porte et attend. Il gesticule beaucoup et me fait des signes qui me semblent signifier « se taire », mais je ne sais pas à quoi il fait allusion. Tout à fait par hasard, j'entends qu'on lui demande dans l'après-midi. « Combien avez-vous gagné par mois dans l'entreprise Holzmann ?» Holzmann est une société allemande de construction. Sa réponse. 30 000 francs guinéens. Environ 285 $ net par mois. Je comprends maintenant pourquoi il se fait du souci. Son supérieur, Manfred Wez, chef de travaux, est un de mes amis, c'est par lui que j'ai appris que la firme Holzmann a également payé un salaire à la femme d'Amadou, qui est espagnole. Amadou doit avoir peur qu'on l'accuse, lui, pour ce paiement volontaire. Il faut dire qu'il avait un poste de confiance qui justifie absolument un versement à sa femme et que cela ne pouvait être déclaré comme un paiement hors tarif, ce qui est interdit en Guinée. À la première occasion, je rassure Amadou en faisant avec mes mains des lettres sur ma poitrine, ce qui veut dire « N'aie pas peur, je ne suis au courant de rien ». Cependant, je suis bien content que l'on ne m'interroge pas sur ce problème. La femme d'Amadou, Nouriana Révidé, se fait expulser du pays, comme d'ailleurs toutes les femmes étrangères des détenus. Ses 2 enfants restent en Guinée, comme tous les enfants de pères africains. Quant à Amadou, il paie son travail pour une firme allemande avec une peine de détention à vie. Je l'entends sangloter des journées entières, car la commission essaie de briser sa résistance au moyen de menaces contre ses enfants. Les heures s'écoulent. Le soleil se couche. La nuit tombe et m'apporte un nouvel interrogatoire devant la commission. Camp Boiro Inside. Cette fois-ci, mes interrogateurs font allusion au fait que la brasserie a cessé toute production au début de l'année 1970 en raison du manque de matières premières. Les banques de Guinée m'avaient informé à cette époque qu'il n'y avait plus de devises pour acheter malt et houblon. Lorsqu'en août 1970 la production reprend, on publie une loi frappant d'un impôt spécial de 0,25 $ chaque bouteille de bière et de limonade. À ce moment, mon directeur général, qui travaille à Dakar, exige que je demande une augmentation de prix. Cette augmentation m'est accordée en raison de l'augmentation du prix des matières premières. Ce soir-là, la commission décrit la situation de telle façon que, d'après elle, j'ai versé au service de contrôle des prix impôts de vin d'1 million de francs, soit 7 500 $ environ. Ce pot de vin m'aurait été donné de la main à main par M. Meuret, mon directeur général, pour que cela n'apparaisse pas sur les livres de compte. Meuret aurait promis cet argent à Souleymane Diallo, du service de contrôle des prix, lors de sa dernière visite à Conakry, et le lui aurait fait parvenir par mon intermédiaire. J'aurais remis la même somme de la même façon à Barry Baba qui travaille au service de l'industrie et du développement. La commission affirme que Diallo et Barry Baba ont avoué, il ne manque plus qu'une confirmation de ma part. Je m'imagine très bien de quelle façon ils ont obtenu ces aveux. J'ai été témoin des traitements inhumains qu'ils infligent à leurs compatriotes. J'admire secrètement ces hommes que l'on torture et à qui les pires souffrances ne parviennent pas à arracher de fausses déclarations. Je me demande souvent. Comment ces hommes peuvent-ils supporter tout cela? En même temps, je constate que les tortionnaires réservent à leurs compatriotes les tortures les plus cruelles tandis que nous, Européens, sommes condamnés à regarder. Mais lorsque les tortures les plus cruelles ne donnent aucun résultat, les soldats emploient des moyens psychologiques en abusant du profond sentiment de parenté qui caractérise toute famille africaine. Camp Boiro Inside. Tous les moyens leur sont bons pour amener ces défenseurs acharnés de la vérité à mentir.
Certains prisonniers sont obligés d'assister au viol de leur fille ou de leur femme sans pouvoir intervenir parce qu'ils sont enchaînés, ils ne peuvent que se cabrer en vain contre ces atrocités. Lorsque leur résistance psychique a suffisamment diminué pour accepter d'avouer ce qu'on veut leur faire avouer afin de mettre un terme aux horreurs que doivent subir les membres de leur famille, ils prononcent de ce fait pour eux-mêmes la sentence de mort. L'imagination de ces sadiques ne cornait pas de limite lorsqu'il s'agit d'inventer des cruautés encore plus raffinées. Ils n'hésitent pas non plus à administrer aux femmes des décharges de courant électrique en leur posant des électrodes aux endroits les plus sensibles du corps. Leurs maris sont obligés d'assister à ce supplice. Par ce moyen, ces satyres obtiennent souvent davantage de résultats que s'ils martyrisaient les prisonniers eux-mêmes. Le respect m'empêche de décrire toutes les cruautés qu'ont dû supporter des femmes en ma présence, autant les noires que les blanches mariées à des Africains. On oblige également les femmes de détenus à divorcer et à épouser d'autres hommes. Parfois même, on menace un Africain de mettre ses enfants dans une maison d'éducation politique pour les guérir des hérésies que leur ont inculquées leurs parents. Mais les plus à plaindre sont sans doute les enfants qui sont nés dans une cellule, dans les autres camps guinéens, et qui doivent y vivre en captivité avec leur mère. Les conséquences de ces blessures psychiques sont terribles. Combien de fois ai-je vu des hommes, de retour derrière la porte de leur cage, refuser toute nourriture pendant des journées entières, être secoués de crises de larmes, crier de douleur et se comporter comme des sauvages. D'autres courent comme des fous dans leurs cellules, donnent des coups de poing contre les murs et la porte, ne cessent d'affirmer leur innocence et de réclamer qu'on les traite avec justice. Cependant, leur désespoir reste sans écho. C'est pour ces raisons que je n'arrive pas à éprouver de ressentiment envers Souleymane Diallo et Bari Baba, bien que leurs aveux m'aient placé dans une situation grave. Lorsque la commission a fini de me lire avec véhémence les accusations dont je suis l'objet, les gardiens me trament dans la chambre d'horreur et je sens qu'ils veulent pouvoir exhiber un succès, un aveu de ma part. Et en effet, après avoir supporté leur brutalité pendant des heures, j'arrive au bout de ma capacité de résistance psychique et avoue malheureusement avoir payé des pots de vin. Je pense qu'il n'est pas utile de souligner que cette déposition ne correspond en rien à la vérité. Ce soir-là, ma capacité de résistance est vraiment épuisée, le fait que d'autres prisonniers, poussés par le désespoir, aient porté des accusations contre moi contribue à me mettre dans cet état, ce qui ne signifie pas qu'ils l'excusent. Mes tortionnaires sont, cette nuit-là, semblables à des loups qui ont goûté du sang et je ne suis pas prêt d'oublier les mines triomphantes qu'ils affichent après avoir brisé ma résistance, fiers d'avoir obtenu une fausse déposition supplémentaire. Camp Boiro Inside.